Oui, bonsoir, bonjour. Je ne vais pas vous redire tout ce qui a été dit ce matin parce que vous avez entendu, donc c'était riche et je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais essayer de redire quelques mots, mais Alain ce matin a présenté remarquablement la prospective du présent. Je vais quand même redire un peu ce que c'est que l'exercice que nous vous invitons à faire. Et puis ensuite, je vais essayer de présenter ce qu'on a vu avec un petit schéma pour voir comment on peut se poser des questions de prospective à partir de tout ça. Alors, la prospective du présent, c'est une démarche de connaissance pour l'action. Et par rapport à ce que vous connaissez souvent en prospective, ce n'est pas une méthode des scénarios où des experts établissent des scénarios pour faire décider des décideurs. C'est une volonté de co-construction d'une intelligence collective pour l'action publique ou pour la décision publique. Et cette intelligence collective, elle est faite à la fois, elle se prétend articuler des savoirs scientifiques, des savoirs experts, ce qu'on a fait ce matin un peu, des savoirs professionnels ou des savoirs pratiques, et ce qu'on a moins fait ce matin, ce qu'on a fait ce matin, des savoirs vécus, et ce qu'on a moins fait, des expériences artistiques, je dirais. Et c'est de cela qu'on peut peut-être tirer un certain nombre de conclusions pour identifier des champs de tension a priori insurmontables. Alors voilà comment je définis la prospective que je vous propose de faire. On est dans un environnement complexe, absolument imprévisible, donc on ne va pas faire de la prévision, mais on va identifier des champs de tension qui a priori sont insurmontables et qu'on va essayer néanmoins de dépasser parce que collectivement on est intelligent et puis surtout parce qu'il y a des gens qui ont des expériences sur le terrain d'initiatives qui font qu'on voit que ce qui paraissait impossible, finalement ça pourrait peut-être devenir possible. Alors, la prospective balance souvent entre des machins qu'on appelle les tendances lourdes et les signaux faibles. Vous aurez compris que nous nous intéresserons davantage aux signaux faibles, quoiqu'on a aussi travaillé ce matin un peu sur des tendances lourdes, et donc tout ce qui peut être dire sur les initiatives des uns des autres qui surgissent ici ou là, qu'on ne voit pas, qui sont pour l'essentiel invisibles. C'est ça qui va être la matière finalement de cette dynamique qu'on va essayer de créer. Mais il faut réinventer nos outils de pensée et d'échange parce que si on en reste à des oppositions binaires, si on en reste à des segmentations disciplinaires, on n'y arrivera pas. Deuxième petite chose, c'est une prospective qui essaye de saisir à la fois le passé et le futur, et de le faire au présent. Parce que le présent, c'est le seul temps où nous vivons ensemble. C'est le seul temps où nous pouvons prendre des initiatives. Et on essaye de sortir de cette idée d'une flèche du temps, passé, présent, avenir, qui est une des flèches du temps, celle de l'émancipation, souvent initiée avec le progrès. Mais il y a une autre flèche du temps que nous invite à voir Bruno Latour dans son livre « Nous n'avons jamais été modernes », c'est le temps des attachements. C'est-à-dire, et c'est un temps qui est peut-être celui des progressions, mais pas celui du progrès, celui des apprentissages, celui des allers-retours, et qui ne va pas du tout à la même vitesse. Et donc, si on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, etc., il y a des temps qu'il faut poser. Et il y a des passés qui ont été empêchés. C'est Yves Clos qui nous dit ça, professeur au CNAM sur le travail, c'est-à-dire sur quoi on va s'appuyer pour concevoir l'avenir ? On va s'appuyer sur les dynamiques du présent, on va s'appuyer sur les apprentissages du passé, mais on va aussi s'appuyer sur les passés qu'on n'a pas su réaliser et que peut-être demain, on pourra transformer en futur souhaitable. Alors en réfléchissant finalement prospective du présent et volontariat, solidarité à l'international, il y a des points de contact. Il y a des liens parce que c'est finalement une volonté d'ouverture. Une volonté de savoir que si on veut comprendre le monde tel qu'il vient et complexe, il faut aller voir ailleurs. Il faut décaler, il faut se mettre en cause à titre personnel. Il faut aller rencontrer l'autre, la question de la langue est tout à fait... et il faut se mettre en situation de penser ensemble, d'inventer des concepts nouveaux, d'agir ensemble, d'apprendre ensemble. Bon, j'en reste là, bien sûr. Pour ce qui est de la prospective, on y reviendra à différents moments de ce séminaire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce matin ? Je vais faire un petit chemin. On a
identifier finalement ce que Sylvain a appelé un écosystème, je suis d'accord, quelque chose qui serait de l'ordre d'un contexte, d'un moment. C'est le philosophe Frédéric Worms qui aime beaucoup les moments. Alors il y a le moment du vivant, il y a le moment du soin, il y a etc. C'est quelque chose, c'est un temps où il y a une fédération d'un certain nombre de choses pour quelque chose. Et puis il y a une géopolitique, j'ai bien aimé, puisque on parlera cet après-midi de géographie, mais voilà. Et puis on a vu qu'on avait identifié des causes de l'engagement volontaire. Alors on a vu qu'on était parti de la faim, la nutrition, l'émancipation, la prise en compte du tiers-mondisme, les catastrophes naturelles qui créent de l'urgentisme, etc. On peut voir un certain nombre de causes et on imagine bien que du passé qu'on a vu, alors on a choisi les années 60, on nous a dit on aurait pu prendre 40, on aurait eu d'autres causes, hein. Dans les années 80, les causes ont changé. Et je peux vous dire que dans les années 2015, les causes sont aussi d'une autre nature. Donc cette évolution des causes débouche directement sur quelle vision on peut avoir de l'action qu'on veut conduire. Un autre élément, ce sont les acteurs. Alors, ce sont les volontaires, au premier titre, mais ce sont aussi les bénéficiaires. On a vu qu'ils sont vraiment toujours entre engagement individuel et engagement collectif par le biais d'associations, de partis, d'organismes, de toutes choses qu'on veut et qui évoluent très vite aussi. Ce sont les volontaires, ce sont les bénéficiaires, mais c'est effectivement dans cette tension-là. On a ensuite alors je ne sais pas comment les appeler, des territoires, des lieux, des pays, de la géographie, qu'on verra cet après-midi. Et on a vu qu'ils s'étaient orientés plutôt nord-sud, mais ça peut se développer avec les IPSI sur un ancrage local et de la proximité. Et puis c'est aussi des engagements mondes, parce qu'il y a aujourd'hui des solidarités obligatoires. Et donc c'est ce qu'on va étudier cet après-midi sur les nouvelles géographies du volontariat et qui vont évoluer finalement au cours des moments et selon les contextes. Et puis on a ici ce que j'ai appelé les relations entre les pouvoirs publics, les sociétés civiles, ce qu'on peut appeler les institutions, sachant qu'entre les deux, là, il y a ce qui peut être de l'ordre de l'animation, du management, de la gestion. Bien sûr, tout ça doit être mis dans des mouvements de dynamisation, etc. Et ça pose la question, finalement, de est-ce que les institutions, elles instituent, elles décident, elles maîtrisent? Est-ce qu'elles accompagnent? Quel type d'institution? Comment elles se transforment? Selon quelle géographie, etc. Donc, je pense que ceci, c'est un petit récapitulatif, mais qui nous montre bien que les tensions que vous avez mis en évidence ce matin, moi c'est ça qui m'a frappé, nous permettent d'essayer de travailler sur le dépassement d'un certain nombre de tensions. Alors, d'abord, il est clair que nous sommes dans un contexte sociétal aujourd'hui qui est véritablement inédit, et que je caractérise souvent par ce qui est important, c'est la transformation des relations plus que la transformation des États. C'est le processus qui est plus important que l'État, de ce point de vue. Qu'est-ce qu'il a comme caractère inédit? C'est qu'aujourd'hui, on est forcé de travailler à toutes les échelles et qu'on a des mutations autant au point de vue macroscopique, la mondialisation, la globalisation, tout ce qu'on veut, l'interdépendance, et au niveau microscopique. Nos modes de vie changent fondamentalement, nos rapports au temps et à l'espace, nos rapports à la famille, notre durée de vie, notre façon d'habiter les territoires. Et donc, c'est au travers de ce micro et de ce macro que surgissent toutes sortes de tensions et que finalement, chacun de nous, on est aujourd'hui d'abord sujet de sa propre expérience et d'autre part citoyen du monde, et qu'il faut considérer toutes les formes, c'est ce que j'appelle parfois des de faire collectif au niveau d'un collectif de rue, au niveau d'une association, au niveau d'une ville, d'un parti, etc. Alors, moi je trouve qu'on a vu ce matin
apparaître un certain nombre de tensions qui touchent soit les causes, soit les géographies, soit les formes de volontariat. D'abord, la tension rural-urbain. C'est extraordinaire pour quelqu'un qui, comme moi, n'est pas du tout familière du volontariat, de découvrir cette pression de la jeunesse rurale et de cette histoire que vous nous avez racontée sur les mouvements de lutte contre la faim et sur le rural. Moi, j'ai beaucoup travaillé récemment en prospective sur les nouvelles formes de ruralité, avec la conclusion que, dans une perspective de développement durable, il faut une nouvelle alliance des villes et des campagnes. Mais quand même, ce qui est aujourd'hui massif, c'est que nous sommes tous dans des comportements urbanisés, et que le fait urbain est un fait, et quand même quelque chose qui est massif. Et je trouve que c'est quand même intéressant de se poser la question dont on n'a finalement pas du tout parlé, la question des villes, la question des violences en ville. On parlera des migrations cet après-midi, donc on le verra, ou d'autres, mais c'est quand même très intéressant. Deuxième élément de tension, on a parlé de la faim. On a parlé de la nutrition, et monsieur tout à l'heure nous a dit de toute façon l'avenir c'est de le poser en termes de développement durable, tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est que la nutrition famine, on a évoqué, avec Sylvain nous avons fait un colloque à Cerisy cette année sur les nourritures jardinières. La question qui se pose c'est celle de l'alimentation, d'une alimentation durable, à la fois pour qu'il y ait un certain nombre de personnes qui puissent survivre, d'où les jardins potagers, d'où les jardins sur les toits, d'où les jardins en ville, d'où l'agriculture urbaine, qui est une cause aujourd'hui. Il y avait encore une émission sur Arte avant-hier là-dessus, et il y en a quasiment tous les jours. Donc c'est un enjeu d'alimentation durable, non seulement sur une question de manger assez, mais c'est bien manger quand même, savoir ce qu'on mange. Et avoir du goût pour ce qu'on mange, ça peut aller juste des gourmandises, vous voyez le salon du chocolat. Donc il y a un changement là aussi de nos appétits qui se développe. Autre tension, on l'a vu, vous l'avez signalé, Monsieur Dumont, le passage du développement, de l'aide au développement, du co-développement à un développement durable. On peut appeler ça à une transition écologique si on préfère, mais c'est prenant en compte le fait qu'on est dans un monde fini et qu'il va falloir changer de comportement dans différents modes de consommation, de production et autres. Une autre question qui a été évoquée, c'est celle de la pauvreté. On voit aujourd'hui qu'il y a des changements tout à fait radicaux et que la précarité, pas la grande pauvreté peut-être, la précarité, les inégalités, elles sont partout, y compris dans nos pays, et que beaucoup de démarches que vous avez développées pour aider les pays en développement, il faut se les appliquer chez nous, dans certains quartiers, parce que la pauvreté, elle est de plus en plus un peu l'élément général. Alors ça, c'était un peu les tensions qui étaient sur les causes, les géographies, etc. On y reviendra. Tension au niveau du volontariat lui-même. On a vu ce lien entre l'engagement individuel qui est présent dans le film, qui est présent partout. Jacques a évoqué l'engagement politique, mais finalement, on a découvert que ceux qui s'engageaient à partir de partis politiques s'engageaient individuellement et qu'on ne savait pas très bien ce qu'ils avaient fait. Maintenant, on le savait en analysant les archives. Et on saura demain peut-être des choses qu'on ne partageait pas hier. Donc je pense que ça, cette question du passage de l'individuel au collectif est quelque chose de tout à fait important, parce que c'est bien de s'enrichir individuellement, mais il faudrait que ça puisse bénéficier à d'autres. Donc c'est toute la question de la valorisation de l'expérience, c'est toute la question du transfert, c'est toute la question qu'évoquait Madame sur ce qui est important aussi, c'est la solidarité de société civile à société civile, c'est l'engagement aujourd'hui des familles rurales et familiales, et c'est aussi important que ça s'applique là-bas qu'ici, chez nous. Et ça, je crois que c'est une des choses sur lesquelles on aura à travailler dans la journée qui va venir. Autre chose que Jean-Pierre a évoqué tout de suite et qui me semble majeure dans nos réflexions, c'est est-ce que le volontariat à l'international, c'est faire à la place d'eux, c'est faire pour? Est-ce que c'est faire avec? Est-ce que c'est faire ensemble pour une cause qui nous dépasse tous et qui est une cause mondiale?
Est-ce que c'est une solidarité pour répondre à des demandes, ou est-ce que c'est solidarité donc, de société à société, etc. Donc voilà, je vais en rester là, hein. Un certain nombre de questions qui me paraissent un petit peu rebondir de ce qui a été dit ce matin et qui nous donnent un beau programme de travail pour les journées qui restent.